Merci en tout cas, monsieur le maire, d'être avec nous ce dimanche. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est déployé dans tout le Cameroun pour célébrer son 40e anniversaire, au moment même où des partis politiques, notamment le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, AESECA, n'arrivent pas à tenir un meeting, au moment où des partis politiques de l'opposition se disent comprimés et ont du mal à se déployer. Alors, monsieur Biri, en vous souhaitant bonne fête, comment est-ce qu'il faut analyser ce 2 poids 2 mesures? Alors merci parce que vous nous souhaitez bonne fête et c'est tout à fait mérité. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses justement parce que nous le méritons, je le disais ailleurs, vous savez, 40 ans au pouvoir, c'est rare. Dans le monde et partout d'ailleurs. Un parti politique, une formation politique, ça, quand ça naît, c'est pour conquérir, conserver et exercer tout simplement. Exercer et conserver le pouvoir tout simplement. Et quand vous regardez les partis démocrates ou partis républicains aux États-Unis qui viennent et s'en vont, et il y a cette alternance-là. Et vous regardez le parti travailliste et libéral en Angleterre, en dehors de ces 2 pays-là, et peut-être l'ANC en Afrique du Sud, et vous voyez que partout au sud du Sahara, très peu de pays africains ont un parti qui fait 40 ans au pouvoir. Très bien. Et c'est à féliciter d'ailleurs, c'est pour ça que j'accepte volontiers vos félicitations. Et quand je l'ai dit, vous venez de demander... AESECA, il y a quelques jours, les 27, 28 et 29 mars, oui, Cabral Libby a essayé d'organiser un meeting, également pour parler de son livre, mais aussi pour faire un compte rendu parlementaire, parce qu'il faut le dire, il est également député de la Nation, mais on a vu un déploiement des forces de l'ordre. Voilà. Comment est-ce qu'il faut analyser ce 2 poids 2 mesures? Déjà, tout simplement, il faut dire, on venait de dire que nous avons tenu environ, si on ajoute les sections étrangères, 378 grands meetings au Cameroun. Ces meetings ont donné lieu à des demandes de manifestations, des déclarations de manifestations publiques au niveau des sous-préfectures, au niveau des préfectures. Et je ne sais pas si M. Cabral Libby, bien que député à la Nation, pour faire sa tournée parlementaire ou présenter son ouvrage, a fait ces conditions préalables de déclarer sa manifestation, je ne sais pas. Mais j'ai un peu vu... Les déclarations ont été faites. J'en viens, Madame Léla, j'ai un peu vu, au-delà de ce qui provoque ces malentendus, j'ai vu que finalement, son meeting a eu lieu. Je regardais les images sur les réseaux sociaux tout à l'heure, tout le monde est en train d'applaudir, qu'elle a mobilisé près de 300, 400 personnes, tout simplement. Bon, au fait, nous sommes... Après ce que les forces de l'ordre aient essayé d'interdire un meeting. Oui, peut-être parce qu'il n'y avait pas un certain nombre de conditions préalables qui ont été respectées. Je le disais tout à l'heure, quand on veut réunir 10, 30 personnes avec l'objet politique, l'objet social, on fait une déclaration de manifestation publique tout simplement auprès des autorités compétentes. Maintenant, peut-être... Les autorités ont interdit? Oui, je vais vous dire comment ça se passe. Vous savez, moi, je fais la fête de coq de temps en temps à Douala 4, je fais des manifestations, vous comprenez. Quand vous faites une déclaration de manifestation publique, bien quand même vous avez l'autorisation du chef de l'unité administrative, c'est-à-dire le sous-préfet territorialement compétent, on vous remet des copies, au moins 4 copies, vous devez déposer chez le commissaire du renseignement, chez la gendarmerie, le commandant de gendarmerie le plus proche, je parle sur votre contrôle ici, vous alors, tous. Dans le cas où on devez peut-être, ceux-là n'ont pas été notifiés, et peut-être quand ils arrivent sur le lieu, et ils se rendent compte que peut-être Cabral Libby peut leur sortir ces documents tout simplement. Parce que souvent on dit que c'est à vos frais que vous déposez ces documents. Il y a une sortie du sous-préfet qui a interdit justement le meeting des ECA, qui a interdit les manifestations des 27, 28 et 29 mars. Et d'ailleurs vous également vous venez de constater avec nous que après avoir, on ne va pas dire désobéi à la loi, Cabral Libby a quand même pu tenir après un petit meeting, il a quand même pu réunir des personnes. Après, bien sûr que le sous-préfet est interdit. Est-ce que ce qu'il faut faire finalement, c'est se braquer, violer les sorties des sous-préfets pour pouvoir... Non, Léla, il ne faut pas tenir cette rhétorique. Je vous assure, moi qui organise souvent des événements, je vous assure, si l'autorité administrative décide que votre événement ne se tient pas, il ne se tiendra pas. Parce que une décision de l'heure. Je suis sûr qu'on lui a autorisé après. Après tous ces malentendus, je suis sûr que M. Cabral Libby à un moment a dû présenter un nombre de documents qui lui permet de tenir tout simplement son meeting. Mais ne dites pas qu'il a forcé. Non, parce que l'autorité administrative est détentrice de la puissance publique, c'est pas mobiliser un contingent. On a vu des forces de l'ordre, on a vu des forces de l'ordre. Mais je dis, au-delà de tout ça, je suis sûr que M. Cabral Libby a dû justifier. Nous avons vu
comment il a pu mobiliser, justifier cela avec des documents bien précis, tout simplement. Bon, ne dites pas que c'est le 2 poids 2 mesures. Ça s'est tenu, on va vers une élection présidentielle, les partis politiques sont appelés à tenir des meetings. Voyons quand ça va arriver qu'ils soient interdits, tout simplement. Je ne veux pas qu'on tire vite les conclusions. Alors, j'ai fait exprès d'avoir des analystes qui ne sont pas des politiques sur le plateau. Alors, Dominique Yamtimban, habitué au confort du parti unique, le RDPC, fait face depuis 1992 au multipartisme. Comment est-ce qu'il s'en sort selon vous en termes de fair play et de transparence? Merci pour cette question. Alors, deux choses. Faire 40 ans au pouvoir, c'est pas ça qui est le plus important. Ce que vous réalisez est ce qui est le plus important. Si vous avez fait 40 ans au pouvoir et qu'après 40 ans on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, toutes les routes sont cassées et que vous ne fabriquez aucun livre alors que nous avons 8 millions d'élèves, vous ne fabriquez pratiquement pas l'essentiel des livres, des cahiers, des fournitures scolaires viennent de l'étranger et que vous avez une seule usine qui fabrique des tissus dans votre pays, vous n'êtes pas capable de la faire fonctionner et que vous êtes dans un pays dans lequel ce qu'on mange le plus, c'est le riz, alors que je parle sous le contrôle d'une dame, parce que chez nous en Afrique, c'est les dames qui en décident. Je suppose qu'il n'y a aucun plat traditionnel camerounais qui est à base de blé ou à base de riz. Mais c'est ça qu'on mange le plus, etc., etc. Si vous avez fait 40 ans au pouvoir, ça veut dire que vous avez zéro dans toutes ces matières-là, ça veut dire qu'en réalité, vous avez perdu du temps à la planète tout entière, vous avez perdu du temps au Camerounais, vous n'auriez jamais dû être là. Vous êtes une anomalie de l'histoire. Bon, alors, quand on a fini de dire ça, on lui dit en disant, quand Mahathir arrive au pouvoir en fin 81, exactement au même moment où le président du RDPC arrive au pouvoir en 82, à peine un an de différence, Singapour est un village. QTL là, il peut en témoigner, il sait de quoi je parle. Singapour est un village. Aujourd'hui, Singapour, c'est 12 fois le PIB du Cameroun. 12. Il n'y a pas que Singapour. Non, je prends ce qui est un petit village, c'est-à-dire qui est à peine aussi grand que le Vouri. À peine. Ou le littoral, mettons. À peine aussi grand que le littoral, Singapour dont on parle là. Donc, ils sont un village. Quand le Premier ministre Mahathir arrive en 81, nous avons le président de RDPC qui arrive en 82. Ces gens-là, quand vous disiez Cameroun, c'était les grands frères. Ils ont 12 fois le PIB du Cameroun aujourd'hui, 12. Donc, je ne sais pas, en fait, les gens ne devraient pas du tout se gargariser du fait que le RDPC est là. Et puis, allons peut-être 2-3 petites choses. Ça me permet de répondre à votre question. Oui, parce que en faisant attention à ce qu'on ne vous envoie pas de lettres. Alors, l'autre chose, les gens vous disent, ils sont dans un parti qui s'appelle le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ce pays n'a jamais été aussi divisé que ça. Vous avez des revendications nord et sud-ouest, vous en avez dans le nord, vous avez des gens qui disent des mémorandums qu'on reçoit tous les jours. Un secrétaire général de la présidence de la République arrive dans une ville, c'est tout le monde qui vient remettre un mémorandum. C'est la preuve que le pays est tellement divisé qu'on ne sait même pas à quel sens se vouer. Même les mototaxis, finalement, ils pensent que le président est un d'eux. Vous savez, quand on en arrive à ce niveau-là, vous avez même ce propre parti-là, ils disent rassemblement, mais vous avez des luttes où quelqu'un porte plainte à son propre parti à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de rassemblement au Cameroun. Encore que rassemblement peut vouloir dire deux choses, attroupement ou réunion. Attroupement, ça veut dire que d'un côté, on pense qu'il peut y avoir des troupeaux, et puis de l'autre côté, réunion, ça peut être des individus. Il faudrait qu'ils nous disent exactement s'ils sont un parti d'attroupement ou un parti de réunion. Parce qu'en même temps, ça fait partie des choses qu'on entend dire autour de ce parti. La deuxième chose, ils disent qu'il est démocratique. Mais madame, la démocratie, je ne sais pas si pour eux la démocratie c'est aller voter. La démocratie, le fondement de la société n'est pas l'élection, c'est pas la distribution. Le fondement de la société, c'est économique, c'est la satisfaction des besoins. Donc si vous dites que vous êtes un parti dans lequel vous mettez démocratique dans le nom de votre parti, on suppose que ce qui est prioritaire, c'est la satisfaction des besoins des citoyens et que la démocratie économique est la priorité. C'est pour ça que la Chine aujourd'hui a pu sortir sur 1 milliard de personnes de la misère en 70 ans. Au Cameroun, le taux, si vous prenez les grandeurs économiques, vous êtes là, on est en pleine régression. On
On est en pleine régression. Vous avez un budget de 7300 milliards. Vous avez des ressources réelles qui seront affectées ou qui pourraient être affectées au Cameroun de 3500 milliards seulement sur 7300. Et donc, en fait, vous n'avez rien qui construit la démocratie économique. La question, je ne vais pas continuer sur peuple, etc. La question est de savoir, ces gens-là militent même pourquoi? Puisqu'ils sont en contradiction flagrante avec le nom de leur propre parti. Ils militent pourquoi? Bon, on ne sait pas. En gros, puisque vous me posez la question de savoir... En termes de fair play et de transparence. Fair play et transparence, vous comprenez qu'une telle contradiction entre leur propre dénomination et leurs actions et leur bilan ne peut amener justement qu'au fait qu'ils ne soient pas capables ils ne sont pas capables de fair play. Lorsque vous avez quelqu'un qui est quand même adjoint à un maire, qui vous dit que quand vous déclarez une manifestation, c'est vous qui devez vous lever et commencer à aller chercher où se trouve le commissaire spécial et tout ça. Mais l'administration est où? Et c'est écrit dans quel document? Citez-moi la loi dans laquelle il est écrit que c'est vous celui qui demande l'autorisation, enfin, c'est pas une autorisation, qui déclare, celui qui déclare une manifestation doit aller voir le commissaire spécial, le commandant de gendarmerie, le machin. Montrez-moi le texte dans lequel c'est écrit. C'est écrit nulle part, monsieur, sauf si vous ne connaissez pas votre propre texte. Il n'est écrit nulle part. Et donc, au fond, et je vous le dis encore, c'est une telle contradiction. Après, vous dites... oui, le sous-préfet, il a tous les moyens pour interdire une manifestation. Mais on dirait que... C'est-à-dire que le colonialisme pur et dur. C'est-à-dire que le RDPC imagine que le sous-préfet, c'est un père fouettard. C'est un type qui doit être là pour fouetter tout le monde. Il a les moyens de vous faire taire. Il a les moyens de vous faire... Non, monsieur. Le sous-préfet, là, on a été à l'école avec lui. Le sous-préfet, là, c'est le cousin. Le sous-préfet, là, c'est le beau-frère. Le sous-préfet, là, c'est l'ami. Il ne faut pas voir le sous-préfet comme ça. Il faut voir le sous-préfet comme un monsieur qui reçoit les gens, qui discute avec les gens, qui organise. Parce qu'être fonctionnaire, c'est être au service. C'est-à-dire que même quand vous ne pouvez pas assurer toutes les prétendues conditions non légales qui entourent toutes ces affaires-là, comme aller voir le commissaire spécial lui remettre les documents, eh bien, monsieur, c'est le sous-préfet qui organise ça. C'est ça qu'on appelle une administration. Et donc, je conclus, cette attitude... elle est mauvaise parce que, et je vais protéger mes amis du RDPC, on ne va pas couper leur tête. Cette attitude est mauvaise, elle procède de la tradition coloniale du pays. C'est le néocolonialisme qui vit ici et en réalité les maîtres colons qui étaient là avant, c'est eux qui indirectement continuent d'une certaine façon à bousculer le Cameroun. Et il faut qu'on sur la même question que Dominique Yamtimban, depuis 1992, le RDPC, sa trajectoire en termes de démocratie, en termes de fair play face aux autres partis politiques. Alors Léla, c'est très affligeant d'assister chaque fois à cette redondance-là. C'est très affligeant, c'est même pénible de voir ce déploiement d'argurcie à chaque fois pour justifier un peu, je vais dire, un ensemble de comportements en dessous de la ceinture. Vous voyez, M. Biri ne peut pas donner l'impression qu'un parti politique comme le PCRN ignore la procédure en matière de manifestation. C'est infantilisant, c'est pas bien. Vous ne pouvez pas donner l'impression qu'un parti politique structuré comme le PCRN, qui plus est représenté dans pas mal d'institutions qui animent la vie politique de notre pays, ne connaît pas qu'en la matière, pour faire une manifestation, il faut tout simplement faire une petite déclaration. Cherchez d'autres arguments. Mais des arguties de cette nature-là, c'est pas bon. J'ai envie de dire que eux, ils donnent l'impression, quand je dis eux, je parlais bien du parti, de l'outil politique RDPC, eux, ils donnent l'impression, en fait, qu'ils ont réduit les partis d'opposition, et ça m'afflige de dire parti d'opposition, parce que je ne sais pas à quoi ça renvoie, parti d'opposition, on s'oppose à qui, on s'oppose à quoi, mais je veux dire, eux, ils donnent l'impression d'avoir réduit les autres chapelles politiques simplement à un vernis qu'on pose sur un bois crasseux et charançonné pour donner fière allure démocratique dans notre pays. En effet, on ne les voit pas comme des acteurs
qui peuvent véritablement impulser, je veux dire, infléchir une tendance et impulser une autre dynamique. On ne les voit pas comme ça. Quand vous entendez parler M. Biri, il se gargarise, il plastronne, il est content, il parle de 40 ans de pouvoir. Non mais j'ai envie de dire que M. Biri, écoutez, ne nous donnez pas envie. Parfois, nous avons envie de nous taire, tout simplement, de vous regarder faire. Mais si vous nous obligez à rentrer dans les miasmes et les méandres de votre gouvernance, nous allons dire des choses qui ne sont pas très agréables à écouter, mais nous nous empêchons de le faire. Mon ami Yam a commencé à vous parler d'un pays comme Singapour. Mais j'ai envie de vous dire, est-ce que vous savez qu'en 82, quand le président Biya est arrivé au pouvoir, ce qui constitue aujourd'hui le Eldorado, pas seulement des Africains, mais de l'ensemble, qui est devenu la plateforme commerciale mondiale. Je parle des Émirats Arabes Unis, notamment Abu Dhabi, notamment Dubaï et l'ensemble des Émirats Arabes. Si vous savez que c'était un désert de sable, où les gens ne vivaient que sous des tentes, et à qui le Cameroun faisait des dons de nourriture. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que quand je suis arrivé à Abu Dhabi, j'arrive à une période où on a interdit, où les Africains sont interdits de visa, mais que l'émir a pris une note spéciale pour dire non, laissez les Camerounais, et que lorsque l'émir nous reçoit, il nous dit non, j'ai spécialement demandé qu'on laisse les Camerounais entrer parce que nous n'allons jamais oublier ce que le président Ahidjo faisait pour nous à l'époque quand notre pays ne valait rien. Ça vous donne envie de fondre en larmes lorsque vous voyez avec quelle condescendance et quel mépris ces mêmes gens regardent notre pays 40 ans, 43 ans après. Ça dit avec une condescendance, un mépris à nul autre pareil. Lorsqu'on constate que vous voyez les Camerounais qui ont une certaine influence aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à faire? La meilleure façon de vendre notre pays, c'est d'aller se filmer devant cet tas d'immondices, c'est d'aller croquer un bout de pain devant et de renvoyer ça dans le monde entier. Je parle là de la capitale politique de notre pays. Vous voyez, vous croyez que ça donne fier à lui ça? Vous croyez qu'on a envie de dire qu'on a fait 43 ans au pouvoir lorsque l'identité remarquable de notre pays est devenue, n'est-ce pas, les rues jonchées de tas d'immondices, coupées par des tas d'immondices? Ça ne donne pas envie. J'ai envie tout simplement de dire qu'à un moment donné, écoutez, on peut être modeste, on peut être humble, et soyez pas très triomphaliste, 40 ans de pouvoir. Et il me semble que vous n'avez pas compris que lorsqu'on anime un outil politique comme le RDPC, ce n'est pas exclusivement au fin de conquérir et de préserver le pouvoir, mais c'est prioritairement pour exercer le pouvoir. Et exercer le pouvoir, mais c'est tout autre chose que tout ce que vous venez de définir. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Alors, monsieur le maire, beaucoup estiment que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais... Alors, beaucoup estiment que le Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'appuie énormément sur l'appareil administratif pour perdurer dans le temps, on va le dire ainsi. Qu'est-ce que le RDPC, on va prendre le cas des meetings. On parlait du meeting de Cabra-Libye des meetings de Cabra-Libye qui ont été interdits alors que le RDPC a pu organiser tous ces meetings dans toutes les communes du Cameroun sans aucun problème. Qu'est-ce que le RDPC vaut aujourd'hui sans cet appui de l'appareil administratif? Bien. Moi, j'aime toujours les débats sur votre plateau parce que je salue la qualité parfois de vos invités. C'est peut-être le hasard, nous on prend comme ça. Merci, c'est très gentil de dire que c'est le hasard. Peut-être c'est le hasard. C'est un sarcasme. Je salue la dimension intellectuelle de M. Kouyaté et M. Yam Timba et la posture politique de M. Ngwalem. Je veux constater que tout le monde s'est exprimé. J'ai eu la politesse de ne couper personne. Bien. Je veux qu'on reste dans un débat côtois poli des intellectuels que nous sommes. Alors, M. Yam Timba, vous êtes universitaire. Vous êtes sans ignorer qu'on ne compare pas deux pays sociologiquement, historiquement, géographiquement, économiquement proches. On ne les compare pas. Surtout en convoquant des agrégats économiques. Quand vous convoquez Singapour, moins de 1000 km², 5 millions d'habitants, et vous nous dites que le PIB est 25 fois celui
Écoutez, vous êtes exprimé. Vous dites qu'il est 25 fois celui du PIB du Cameroun. 12 fois le PIB du Cameroun. Je vais aussi vous dire que le même Singapour a un PIB par habitat élevé que les États-Unis, la France, l'Angleterre, la Chine, tous ces grands pays qui sont des modèles aujourd'hui. Bon, si vos étudiants vous écoutaient, faire ces comparaisons fantaisistes juste parce que vous voulez discréditer le RDPC. Je vous laisse avec cette honte-là tout simplement. Voilà, pour revenir au RDPC, je m'en tiens à votre intitulé, le RDPC face au multipartisme. Le RDPC n'a pas un problème avec le multipartisme. Peut-être il faut revenir au contexte de création du RDPC. J'en viens, Léla. Chacun a dévié la question, il a fait ses analyses, il est revenu, laissez-moi faire pareil. Je vais revenir au contexte de création du RDPC. Le RDPC est né comment? En 1985, avec une vision d'un homme, celui du libéralisme communautaire tout simplement, porté par 3 axes: la rigueur, la moralisation et la libéralisation. Comprenez bien le mot libéralisation. Et quelle est la devise du RDPC en 1985? Unité, progrès et démocratie. Voilà la devise. Pour dire que l'axe de libéralisation traduit dans la devise par démocratique dès le 24 mars 1980, son discours de création, le président national, M. Paul Biya, nous a appelé à l'ouverture. Il l'a appelé à la compétition électorale en interne comme en externe. Et c'est d'ailleurs sur la base de ce discours de mise en garde des militants de base de cette époque qui les a préparés à l'ouverture avec les lois dans les années 90 ou l'avènement du multipartisme et tout ce que vous avez cité, M. Ngoualem. Quand je l'ai donc dit, pour dire qu'on n'a pas de problème avec le multipartisme, bien que d'autres vont convoquer des théories venant d'ailleurs pour expliquer, comme M. Ngoualem essayait de faire, l'opportunité du multipartisme au Cameroun, je dis en 85, le président national le disait déjà dans son discours de création. À partir d'aujourd'hui, on doit s'ouvrir à la compétition interne, les primaires en interne, on ne pique plus les gens comme ça. On doit aussi ouvrir la compétition démocratique tout simplement. Et quand je l'ai dit, Madame Yam, je suis, vous savez, Madame Léla, sur un autre plateau où j'ai fait un débat, le journaliste a posé la question s'il fallait donner une note au RDPC sur 10. La plupart des opposants ont dit 5 sur 10, d'autres ont dit 4 sur 10. J'ai dit, moi, 7,5, 8 sur 10. J'ai dit, je laisse 2 ou 2,5. Parce qu'en réalité, je suis jeune, Madame Léla. Nous ne sommes pas ici pour enfumer les Camerounais. J'ai beau avoir ma modeste place de premier adjoint au maire, mais je suis conscient du fait qu'il y a des jeunes comme moi au quartier qui ne s'en sortent pas. C'est pour ça que je n'ai pas dit 10 sur 10 de manière propagandiste, en me gargarisant comme M. QATP le dit. Non, c'est parce que je suis conscient qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites dans ce pays. Et c'est pour ça que nous nous regardons dans la glace souvent et nous nous remettons en question. Le problème n'est pas dans RDPC face au multipartisme, mais c'est les partis politiques de l'opposition face au multipartisme. J'ai l'impression, quand je regarde la scène politique camerounaise, que les partis politiques de l'opposition même n'ont pas saisi en réalité ce que c'est que le multipartisme. Voyez-vous, laissons l'élection présidentielle de 92, M. Ngoualem l'a dit, ils ont perdu officiellement, ils ont construit une rhétorique, une thèse selon laquelle le SDF l'avait gagné, le leader Frondi l'avait gagné et on a volé cette élection. C'est de bonne guerre, c'est la rhétorique qu'ils ont construite. Je vais prendre l'élection présidentielle de 2018, la plus récente. Regardez à quel point ce n'est pas le RDPC qui a un problème de multipartisme, c'est les partis de l'opposition. Nous sortons d'une élection présidentielle de 2018. Vous savez, j'ai même dit sur le plateau 2018 était la pire des années du Cameroun. Avec 3 partis sérieux. Le MRC qui a fait 14%, le PCN qui a fait 6%, le SDF, je pense, 3%. Je m'en tiens à ces 3 formations politiques, pour moi, qui sont les plus sérieuses du Cameroun, de l'opposition, tout simplement. Alors, le MRC a porté l'espoir des Camerounais sur les réseaux sociaux. Le MRC a vendu l'espoir d'un changement, il faut le reconnaître tout simplement, voyez-vous. Le MRC a vendu l'espoir d'une alternance crédible. Après être né en 2012, il a fait 14% dans les urnes. On attendait que le MRC continue de porter cet espoir-là aux élections municipales et législatives de 2020. Mais contre toute attente, on n'a pas compris pourquoi le MRC n'est pas venu aux élections
municipales et législatives de 2020. Pourtant, les cadres sont bien définis. Avec 14%, le MRC aurait pu avoir une cinquantaine de mairies, une soixantaine de députés tout simplement. Ils auraient pu transformer l'essai et continuer à construire leur progression, leur avancement, leur aspiration à conquérir le pouvoir, à l'exercer, à le conserver aussi à travers les élus qu'ils auraient eus. Contre toute attente, ils ont refusé de venir aux élections. Je m'interroge. Et après cela, on a vu comme une défection d'un certain nombre de leaders du MRC appartenant à d'autres groupes sociologiques. On a vu Michel Ndo qui est parti, on a vu M. King est parti, on a vu M. Ekoka parti, on a vu d'autres personnes. On s'est posé la question, mais c'est quoi ce parti qui a porté l'espoir des Camerounais et qui se désagrège de sa substance grise? Et cette défection au sein du MRC ont comme retiré la substance nationale, la dimension nationale à ce parti. Je rappelle juste que la question que je vous ai posée... J'en viens. Je vais chuter là-dessus. Le RDPC, laissez-moi. RDPC sans l'appareil Écoutez, j'ai pris votre question là. J'ai dit. Non, je veux dire, ça c'est le thème. J'en viens. Laissez-moi développer, chacun a développé. Je prends donc le PCRNN. Le PCRN nous a vendu un projet trop séduisant. Moi-même, j'en étais séduit, s'il faut le dire sur votre plateau, depuis 2016. 16 millions de jeunes inscrits. Il n'y avait pas plus séduisant que ça. Ils sont venus à l'élection présidentielle, ils ont fait 6%. Par contre, eux, ils ont transformé l'essai. Les 6% ont fait 7 mairies, 5 députés. Nous saluons, nous applaudissons ça tout simplement. Voyez-vous, après ils sont rentrés eux-mêmes. Ils ont du mal à se déployer aujourd'hui. Oui. Après, ils sont rentrés dans des querelles de leadership, père fondateur, père, je ne veux pas entrer dedans. La justice s'est prononcée sur cette affaire. Très bien. J'en viens au SDF. Troisième, comprenez bien, je vais chuter à votre question. Oui. Troisième parti sérieux de l'opposition. Parti dont le leader charismatique anglophone a jeté l'espoir dans les années 90. Eux-mêmes, après 2018, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu comme une défection encore des leaders du SDF appartenant à un autre groupe communautaire qui ont quitté le SDF, qui sont allés... Vous mettez d'ailleurs depuis dans le groupe appartenant à un groupe communautaire. Monsieur, quand vous voyez les défections du MRC, oui, c'était tous des gens avec des noms de consonance du littoral. Quand vous regardez... Célestin, c'est très dangereux ce que vous faites. Non, écoutez... Célestin Jamène également fait partie du MRC. Maître Richard Tamfou, c'est dangereux ce que vous faites, monsieur Biré. Écoutez bien, oui, laissez-moi arriver. Oui. Ne m'étouffez pas là. Quand on a regardé le SDF, oui, on a eu un groupe de leaders qui sont partis. Non, je veux dire sur le cas. Allons-y d'abord sur le cas du MRC. Est-ce que vous reconnaissez déjà que votre analyse n'est pas... Très bien. Parce que à une proportion près 60-70%. Si on revient avec la liste des personnes qui sont parties, on va se rendre compte qu'il y a plusieurs. Je suis sûr que la majorité appartiennent à un groupe sociologique bien précis. Tout comme je suis sûr que la majorité de ceux qui sont partis du SDF pour faire une coalition avec le MRC appartiennent à un groupe sociologique bien précis. C'est dangereux, c'est extrêmement dangereux ce que vous faites. Ça m'engage. Non, ça m'engage. S'il vous plaît. Ça m'engage. Vous vous êtes exprimé. Vous voyez, c'est ça? Vous vous êtes exprimé, je vous ai écouté. Non, vous laissez le plateau. Vous pouvez partir, c'est de votre droit. Non, je peux laisser. C'est de votre droit. Allez-y, monsieur Biré. J'étais sûr. Je veux un débat d'intellectuels. Non, c'est nauséeux. Non, mais je veux dire... d'intellectuel dans ce que vous racontez. Allez-y, monsieur Biré. Rien d'intellectuel. Et donc, quand vous regardez ceux qui sont partis, parmi lesquels Walem qui est sur ce plateau qui sont partis. Monsieur Parfait, vous étiez du STF. Voilà. Regarde, vous avez cité des exceptions, mais vous allez comprendre que la majorité de ceux qui sont partis appartiennent à un groupe sociologique bien précis, Madame Leila. Je comprends que vous avez des problèmes avec le CNC. Non, je veux dire, si on prend la liste de personnes également qui sont parties au STF. Bon, pour chuter, pour répondre à votre question. Je vous ai parlé de Parfait, vous. Oui, pour répondre à votre question. Pour dire qu'en fait, ce n'est pas le RDPC qui a un problème avec le multipartisme. Non, la question que je vous ai posée, c'est pas le thème. La question que je vous ai posée, c'est beaucoup estiment aujourd'hui que le RDPC s'appuie énormément sur l'appareil administratif, qu'à des meetings du RDPC qui sont presque toujours, je ne veux pas dire autorisés, qui se tiennent presque toujours, quand en face, dans l'opposition, on n'arrive pas à tenir de meeting. On parlait tout à l'heure encore du député Kabralibi qui n'est pas parvenu à faire son compte rendu parlementaire, frappé par une interdiction d'un sous-préfet. Donc, qu'est-ce que le RDPC
après 40 ans, qu'est-ce qu'il vaut sans l'appareil administratif? D'abord, M. Cabral-Libia a tenu son meeting. On a dit ici qu'il y a eu des malentendus. Le problème s'est arrangé. Nous avons tous des images de M. Cabral-Libia en train de tenir son meeting. Dans la Damawa également, il a pu se déployer. Maintenant, je vous ai dit... On peut jouer à ce jeu-là. Oui, est-ce que dans la Damawa, il a pu se déployer? Aezeka, il s'est déployé ou non? Est-ce que dans la Damawa, il ne s'est pas déployé? Je ne connais pas les raisons. Est-ce qu'Aezeka, il ne s'est pas déployé? Donc qu'est-ce que le RDPC vaut sans l'appareil administratif? Le RDPC est un parti politique comme tout le reste. Dire que qu'est-ce que le RDPC vaut sans l'appareil administratif, pour moi c'est comme si on confondait le RDPC dans l'appareil administratif. Vous savez, moi je suis président de section OJ-RDPC à Douala 4 dans le cadre de mon leadership communautaire ou culturel dans mon aire géographique. J'ai la coutume d'organiser des manifestations dans des lycées. Je paye pour avoir l'espace de ces lycées. Vous le savez, quand vous me dites que moi le RDPC, ça me heurte un peu. Je paye. Moi, j'ai un pick-up de la mairie. Regardez en bas si je suis venu avec le pick-up de la mairie. L'appareil administratif, c'est également ces sous-préfets qui donnent la latitude au RDPC de tenir sensiblement tous ces meetings. Si nous, on ne présente pas des éléments de trouble à l'ordre, la tranquillité publique, pourquoi vous voulez qu'on interdise nos mouvements? C'est un parti, non pas toutes les garanties, et l'autorité administrative est juge de l'opportunité, ou pas tout simplement. Très bien. Je passe sur le contrôle des intellectuels qui sont ici tout simplement. Monsieur Kouyaté, avant Monsieur Timba, on remarque aujourd'hui que bon nombre de militants du RDPC et même des militants des partis alliés du RDPC se retrouvent au sein du gouvernement camerounais. D'ailleurs, il y a quelques jours encore, le président de la République du Cameroun a fait, le président national du RDPC pour le coup, a fait passer au grade de membre du comité central quelques militants du RDPC, dont le ministre camerounais de la Défense. Pourquoi aujourd'hui on rejoint le RDPC, Monsieur Kouyaté? À votre avis, pourquoi est-ce qu'on rejoint le RDPC aujourd'hui? Est-ce par conviction ou alors parce qu'il est possible d'accéder à certaines fonctions? J'ai comme une impression que le RDPC de plus en plus devient un agrégat d'individus sans lien idéologique. Aucun. Et donc, la quête des prébendes et des strapontins reste la motivation phare d'adhésion à ce parti. Là, ce serait injurieux et insultant de croire qu'au soir du 6 novembre 82, lorsque le président Paul Biya accède à la magistrature suprême, il n'avait pas de projet de société. Ce serait même méchant et inhumain de penser que au soir du 6 novembre 1982, M. Biya, quand il accède à la magistrature suprême, il a pour projet de société réduire le Cameroun à ce qu'il est aujourd'hui. Ce ne serait pas vrai. Ce monsieur était animé de bonnes intentions. Ce monsieur avait un projet, il avait une vision de société. Je ne sais pas si M. Birip a lu du libéralisme communautaire. Je ne sais pas s'il a lu, mais je peux disserter, n'est-ce pas, sur la profondeur, sur la quintessence, n'est-ce pas, de ce projet-là à longueur de journée. Et je peux vous dire, in fine, que personne n'a rien compris dans le RDPC de sa vision politique à lui. Et c'est ce qui nous amène un peu à questionner l'appareil politique qui était supposé porter le président Paul Biya. Cet appareil-là qui avait pour vocation et pour mission, comme d'ailleurs tous les partis politiques dans le monde, qui avait pour mission et pour vocation de fabriquer des hommes d'État. Je ne dis pas des hommes politiciens, il y en a partout, ça pilule un peu partout. Les politiciens, il y en a partout. Mais les hommes d'État, avec, n'est-ce pas, cette capacité à scruter et à comprendre la vision de leur champion, à corriger si nécessaire et à l'implémenter. Mais au lieu de cela, cet appareil a fabriqué des voraces, des rapaces, des personnes... Est-ce que c'est l'appareil qui a fabriqué des voraces? Bien sûr, on parle du RDPC. Vous voulez qu'on parle de qui? Je parle bien du RDPC. Je ne parle pas d'autres personnes, je parle bien du RDPC. Pourquoi?
parce que... Mais si c'est l'appareil qui a fabriqué les voraces, pourquoi tous les militants du RDPC ne sont pas des voraces? L'appareil a fabriqué, donc mais il y a des exceptions à toutes les règles. Je n'ai pas le sentiment qu'il n'y a pas des personnes solides, des personnes de valeur. Je n'ai pas l'impression qu'il n'y en a pas au RDPC. Mais est-ce qu'on leur donne la possibilité de s'exprimer? Ceux qui s'expriment, en tout cas ceux qui ont tenu les manettes principales, n'est-ce pas, je vais dire de la gouvernance au Cameroun, depuis qu'ils accompagnent le président Paul Biya, ne donnent pas l'impression qu'ils étaient des hommes d'État. Ils ne donnent pas cette impression. Sinon, le Cameroun ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. M. Biri a rappelé, si besoin il en était, n'est-ce pas, je vais dire, le credo, pas le credo, mais ce qui constituait le socle idéologique de leur parti. Unité, progrès, c'était encore quoi le troisième? Prenons les uns après les autres. Unité. Vous avez l'impression que le Cameroun, c'est un pays uni. Yam disait tout à l'heure qu'il est fragmenté en plusieurs... Vous avez dans le nord-ouest, le sud-ouest, nos frères qui disent qu'ils ne veulent plus depuis 16 ans et qui nous posent tous les problèmes. Le Cameroun, c'est une zone qui est sinistrée. On ne peut pas parler des affres qui sont là-bas. Vous avez l'impression que le Cameroun est dans l'unité. Jamais des éléments clivants n'ont été autant accentués et aiguisés dans notre pays comme aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai menacé de quitter le plateau tout à l'heure, eu égard aux arguties nauséeux que développe, n'est-ce pas, le frère Biri sur le plateau. Vous ne pouvez pas tout le temps développer des arguties ad hominem, là où on vous attend, n'est-ce pas, sur le champ argumentaire scientifique pour démontrer votre grandeur. C'est pas grand. Et je ne partage pas ce genre de plateau. C'est pour ça que vous allez constater que chaque fois que vous abordez les questions politiques, moi je m'écarte. Parce que j'ai encore en mémoire, n'est-ce pas, cette recommandation. J'ai la chance d'avoir grandi un peu avec mes grands-parents et donc ils m'ont enseigné la sagesse. Mon grand-père me disait, mon fils, si tu chausses tes godasses et ton maillot et que tu vas pour jouer au football, tu arrives sur le stade et tu constates que les gens qui t'ont précédé sont tous des karatékas, des boxeurs sur le stade de football. Si tu les rejoins sur ce stade, c'est toi qui as un problème, c'est pas eux. Pour dire que j'ai comme l'impression qu'on fait tout sauf la politique au Cameroun. Et c'est pour ça que c'est pas beau. Ça ne donne pas envie de s'engager politiquement et idéologiquement. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau sérieux comme celui-ci, au moment où on veut questionner, où on veut exorciser, n'est-ce pas, un ensemble de mots qui n'ont pas permis au Cameroun de décoller politiquement, économiquement et socialement. Mais vous excipez des arguments, des arguties comme ceux que vous avez excipés. Non, dire que non, ceux qui sont partis d'ici sont de telles choses. Non, si vous ramenez le Cameroun à cela, ça veut dire que vous concevez le Cameroun dans votre empente vertiginale et rien d'autre. C'est pas le Cameroun dont moi je rêve. Je rêve d'un Cameroun où moi, demain, je serai à même d'appeler M. Biri, indépendamment de sa chapelle politique actuelle, indépendamment de ses origines, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, mais que je trouve en lui une substance cognitive qui, moi, me permet de penser le Cameroun. Et que je l'invite, que je lui dise, ben, écoute, voilà, essayons de penser le Cameroun. Mais si chaque fois, on doit surfer sur ce genre de petits dédales, genre, ils sont partis d'ici, ils sont partis de là. Ça ne donne pas envie d'écouter tout ça. Et donc, moi, je pense que au lieu de s'enfermer, je vais dire, au lieu de se confiner dans ce type d'argurcie ad hominem et de chaque fois voir la sociologie des uns et des autres, il faudrait que les gens du RDPC se repensent, qu'ils fassent son aggiornamento en tant qu'outil idéologique et de se dire, de se poser la question de savoir, avons-nous suffisamment accompagné notre champion dans la vision qui était la sienne? Comme je l'ai dit, il ne serait pas bon de penser que M. Biya, en venant au pouvoir, n'avait pas de vision. Il en avait. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que j'ai comme l'impression que le RDPC est devenu un agrégat d'individus sans lien idéologique, mais qui ont eu pour substrat principal, n'est-ce pas, la quête des prébendes, la quête des strapontins et un ensemble de choses qui n'ont rien à voir. Parce que vous avez dit, j'ai comme l'impression. Alors, monsieur Dominique Yantimben, continuons de parler justement des militants du RDPC, avant Carlos Mollem, continuons de parler des militants du RDPC qui sont dans l'appareil administratif. Cas par exemple du ministre de l'administration territoriale. On a encore en mémoire le ministre de l'administration territoriale qui écrit au directeur général d'Élections Cameroun pour lui dire de reconnaître Robert Kona comme étant le président
du Parti camerounais de la réconciliation nationale. Est-ce que vous avez l'impression que les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui sont dans l'appareil administratif arrivent à se départir de leur casquette de militants du RDPC? Ça confirme simplement ce que je disais au début. Il faudrait savoir pourquoi ils militent. Parce qu'en fait, on ne sait pas. Parce que si on sait pourquoi vous militez, si vous savez pourquoi vous militez, vous savez aussi quelles sont les limites du militantisme. Mais si vous ne le savez pas, en réalité, vous faites tout et n'importe quoi. Et vous êtes même capable de venir expliquer à des hommes de science quelle est la méthodologie scientifique. Une chose que vous ne comprenez pas du tout. Je rappelle que M. Bibi est doctorant. Oh, il peut être fait, il est. Allez, vous venez expliquer. S'il vous plaît. Ça ne met pas la nourriture sur la table des Camerounais. Laissez ça. Laissez-nous les diversions inutiles du week-end. On est prof, on est doctorant, machin. Et vous avez un pays pauvre. Dis donc, vous m'avez coupé. Taisez-vous, laissez-moi parler alors. Laissez-moi parler. Vous êtes dans un pays d'incapables, où les gens sont là, quelqu'un vient, prenez la première, c'est-à-dire que la première encyclopédie que vous allez voir, on compare tous les pays. Est-ce que vous avez 2 pays dans le monde qui ont les mêmes conditions que celles qu'on a citées ici? Est-ce qu'il y en a 2? Et puis un type vient, il s'assied là le dimanche, il commence à faire n'importe quoi. Moi, quand je viens sur un plateau de télévision, et j'ai la chance que quand je viens sur les télévisions, sur les plateaux de Mme Ganzeux, vraiment, ce n'est pas pour ce genre d'exercice. On vient parler de choses constructives. Si vous êtes enseignant de je ne sais quoi, ou à Harvard, ou quoi, c'est votre problème. Si ça peut permettre que demain, on construise le Cameroun, tant mieux. Comme Singapour, comme Dubaï, pour ne prendre nous les Émirats arabes et Abu Dhabi, les 2 pays que nous avons cités sur ce plateau. Oui, mais nous, on n'a aucun problème avec ça, monsieur. Soyez docteur, professeur, ingénieur, je ne sais pas trop. On s'en fout. On s'en fout. La Cour des comptes vient de vous épingler en disant que les délestés ont quadruplé au Cameroun. Vous êtes là, vous bavardez, vous n'écoutez même pas les gens qui veulent vous aider un peu. Ça aussi, c'est vos doctorats là qui vous ont permis de faire quadrupler les délestats. C'est ça les réponses, madame. Je réponds à votre question. En réalité, je réponds à votre question, mais avec des arguments qui peuvent être vérifiés par les autres. Ce que leur Cour des comptes dit, là au moins le conseil national, leur conseil, parce que c'est leur conseil, il ne vous poursuivra pas, parce qu'on peut trouver le rapport au moins. Et on vient raconter ici, les gens sont tout le temps, tous les dimanches en train de rappeler les diplômes aux gens. C'est quel pays ça? Est-ce que vous avez l'impression que les militants du RDPC qui sont au sein de... Ce que je vous dis, c'est que là, c'est que j'étais en train de répondre à votre question, madame, en train de dire que ces militants sont tellement inconscients de ce que c'est que le militantisme. Ils ne savent pas ce que c'est. S'ils savaient ce que c'est, ils sauraient exactement le fait qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que un parti politique, madame, c'est une association. C'est des gens qui s'entendent dans leurs affaires. Sur la base de ce qu'ils ont, ce sur quoi ils se sont entendus. C'est organisé, vous n'avez pas à vous mêler de ça. Mais vous commencez à jouer des jeux qui peuvent être des jeux, si vous voulez, des jeux qui vous permettent de contrôler l'espace politique. Ce n'est pas bien. Je rappelle à tout le monde, Yaya Jammeh, la dernière élection qu'il a organisée, c'est les militaires qui gardaient les bureaux de vote. Il l'a quand même perdu. Il y a un militant de RDPC qui me disait l'autre jour, il a dit, il va y avoir un rebondissement en 2025. Et je le regarde. Je lui dis, ah oui, il y aura un rebondissement, oui, on attend ça. Il dit, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est le subconscient de tous ces gens-là qui parlent. Lorsque vous regardez notre pays, vous avez un monsieur qui est adjoint au maire, puisqu'il faut parler de... Maintenant, on peut parler des individus. Vous avez un monsieur qui est adjoint au maire, qui est sur un plateau de télévision avec vous et qui est en train de vous parler de son parti politique. Et qui passe le temps à vous parler d'autres partis politiques et à faire ce que Oumyové disait de ne pas faire. Le tribalisme. Le tribalisme. Et il avait prédit qu'on en arriverait au Cameroun détruit d'aujourd'hui, pourri d'aujourd'hui à cause de ce genre de choses. Je me demande si un type comme ça est premier adjoint au maire. Mais comment il traite les gens qu'il était en train d'accuser tout à l'heure? Comment il les traite à la mairie? C'est ça le pays qu'on a? C'est ça le RDPC? Comment il traite les gens qu'il stigmatisait tout à l'heure dans la mairie où il est premier adjoint? Est-ce que vous vous rendez compte même de la... J'espère que le Conseil national de communication va relever ça.
J'espère que ça, ils vont relever. Si le Conseil parce que le tribalisme... Ah non, 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 non. Puisqu'ils vous menacent, ce n'est pas vous qui parlez, madame, puisqu'ils vous menacent, nous leur demandons donc officiellement, ils doivent s'occuper de ces questions tribales. Cette attitude tribaliste, il faut qu'ils s'en occupent. Parce que si on laisse que les gens viennent dire ce genre de choses sous le prétexte qu'ils sont du parti au pouvoir... C'est dommageable. Mais vous vous rendez compte de la situation dans laquelle nous sommes? C'est dommageable. Et ils vous disent, je suis doctorant, j'ai le doctorat, je suis professeur. Voilà le niveau des professeurs, des doctorats du Cameroun. C'est ça le niveau. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir 2 secondes. En se respectant sur le plateau. Non, mais je le respecte. Je respecte ses doctorats et tout son... Ils sont les intellectuels. Nous, on est les petits gens du quartier. Est-ce que nous, on est les grands comme eux? Donc, je finis quand même en disant quelque chose. Messieurs, vous, le RDPC, les Camerounais ne vous en veulent pas. Au-delà, vous devez savoir qu'il y a 2 choses. Il y a la question de la responsabilité de la situation de notre pays. Ça ne dépend pas de vous. C'est pas vous. C'est le néocolonialisme qui est responsable de cette situation. C'est pas vous. Le deuxième élément, le deuxième niveau, la culpabilité. Par contre, vous êtes coupable. Vous n'étiez pas obligé d'accepter le néocolonialisme. Et ce que ça a provoqué, c'est que vous venez là 40 ans après, on vous dit parler de 40 ans de votre pays. Vous ne pouvez pas parler de questions monétaires. 40 ans après, vous êtes assis là, on n'a pas de monnaie. 40 ans après, vous êtes assis là. Nous avons un niveau d'endettement qui est tel que, je regarde l'autre jour, ils sont là, ils se privent. Ils disent, ouais, on a un endettement, c'est de 40%, etc. Donc on est un pays bien géré. Ils ne savent pas que sur le plan économique, avoir un tel niveau d'endettement peut supposer 2 choses. Non mais Yann, ce que tu ne leur dis pas, c'est que dans leur culture budgétaire, ils sont à peu de 52%, 52,8% exactement, entre, n'est-ce pas, le service de la dette et la prise en charge du capital. Ils sont à 52% dans le budget. Ils ont réellement, sur les 7300 milliards de budget, ouais. Ils ont exactement 3400 milliards seulement. En fonds propres. Il n'y a que seulement 3400 milliards, mais qui pourront être injectés dans le pays. Ouais. Un pays de 30 millions d'habitants, officiellement, un pays où qu'on dirige depuis 40 ans, voilà le niveau où on est. Si vous avez un tel niveau d'endettement qui paraît si faible, soit vous êtes tellement incompétent que personne ne va vous prêter et vous ne savez même pas à quoi sert l'argent puisque vous ne savez pas qu'il faut créer des choses. Vous prenez un budget, les gens sont assis là depuis 40 ans, vous prenez le budget de 2025, aucune usine. On prévoit aucune usine. On a créé des emplois avec quoi? Aucune usine. J'imagine que dans leur mairie, évidemment, ils ne peuvent même pas imaginer faire un atelier. Vous avez un pays dans lequel les gens ne comprennent pas que lorsque vous êtes dans vous avez 40 ans, vous ne pouvez pas vous lever et commencer à dire on a 10 000 km de route. Ça veut dire que par année, vous êtes incapable de faire ne serait-ce que 100 km de route. Ce qui veut dire que vous êtes d'une incompétence notoire. Et la seule chose que vous pouvez faire finalement, et je sors par là madame, la seule chose que vous pouvez faire, c'est menacer les gens. C'est ce que fait le Conseil national de la communication. C'est de brandir des diplômes qui n'apportent pas la nourriture sur la table des gens, des familles camerounaises, puisque le produit de première nécessité, on en parle tous les jours. C'est de venir bavarder en racontant comment vous êtes les seuls qui remplissez les conditions pour que les meetings se tiennent, et vous expliquez ça en disant qu'un parti politique qui a des députés, qui a des conseillers municipaux, qui a plein de juristes, le président lui-même est juriste, oui, ils sont incapables de savoir comment on déclare une manifestation et que quand vous déclarez une manifestation, c'est à vous d'aller voir le commissaire de police. Le sous-préfet sert à quoi? C'est écrit dans quelle loi? C'est-à-dire que vous avez c'est-à-dire que ça fait tellement mal. La question que l'on se pose, comment le Cameroun fait pour être dirigé par des types comme ça? Comment? Parce que il y a des élections qui sont organisées. Et qu'à la fin de ces élections, il y a des résultats qui sont donnés. Carlos Ngoualem, si je vous pose cette question difficile, en 40 ans, quelles auront été les forces du RDPC? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de m'indigner par rapport aux propos graves qui ont été tenus par le représentant du RDPC sur ce plateau. Et je pense que ça donne une idée d'un pan du projet, du programme de ce parti politique-là, qui consiste en l'instrumentalisation des communautés à des fins politiques. Et je crois que le propos de M. Biri rabaisse complètement la fonction de maire que j'ai exercée autrefois. Je pense qu'un maire qui est au service des citoyens et qui est au contact des populations au quotidien
ne devrait pas tenir ce genre de propos. Et à ce sujet, je voudrais inviter les populations de Douala 4e à se préparer à sanctionner sévèrement M. Biri aux prochaines élections municipales. Parce que ce propos-là ne peut pas être accepté. Et je suis très inquiet parce que je me demande comment ces communautés-là font pour obtenir les services auprès de lui quand on sait qu'un maire est au service directement des citoyens. Vous savez, la fonction de maire, contrairement à celle de parlementaire, est celle qui vous rapproche chaque jour des citoyens. Vous êtes interpellé sur des questions de suivi des citoyens. Donc moi je pense que la seule réponse que les populations pourraient apporter face à ça, c'est de sanctionner les auteurs. Et la sanction ne peut intervenir qu'à l'occasion des élections, parce que je rappelle encore ici que le patron des élus, ce n'est pas l'administration, ce n'est pas le pouvoir, mais ce sont les populations qui vous ont élus. C'est pour ça que je vous dis aux gens que quand un maire vous dit sortez de mon bureau, si vous voulez, ne sortez pas. Ce n'est pas son bureau, c'est le bureau du peuple. Donc, quand j'ai fini de dire ça, je réponds en disant que le bilan, puisque vous parlez de ça, est un bilan... Quelles ont été les forces? Les forces, Quelles ont été les forces du RDPC en 40 années? Non, la seule force que je peux reconnaître en ce parti politique, oui, ce n'est pas au niveau du bilan, mais c'est au niveau de sa capacité à instrumentaliser les Camerounais à des fins de confiscation de pouvoir. Parce que s'il faut parler du bilan, parce qu'on ne peut pas examiner la longévité d'un parti politique sans tenir compte de son bilan sur le plan économique, parce que c'est ça qui permet de régler les problèmes sociaux des citoyens. Je me refais au propos d'un ponte du régime qui a démissionné, Titi Sedzoa. En 1996, lorsqu'il démissionne, il donne une interview au cours de laquelle, parlant du bilan du RDPC, il estime que ce bilan est dramatiquement désolant. C'est lui qui dit, sur le plan économique, sur le plan politique et sur le plan social. Pour quelqu'un qui a été ministre dans ce pays et qui a été un proche collaborateur du chef de l'État, on ne peut que valider son propos, parce qu'il connaît le régime mieux que tout le monde. Et les forces donc du RDPC qui consistent en la confiscation du pouvoir, je l'ai indiqué tout à l'heure. Vous allez voir par exemple que le jour où vous êtes nommé sous-préfet au Cameroun, vous devenez automatiquement militant du RDPC. Le jour où vous êtes nommé préfet, vous devenez automatiquement militant de ce parti. Le jour où vous êtes nommé gouverneur, vous devenez automatiquement militant du RDPC, parce que les textes de base du RDPC font des gouverneurs, des préfets et des sous-préfets délégués au congrès du RDPC. Et je pense que lui, il peut confirmer ça. Les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets sont délégués au congrès du RDPC. Vous voyez donc que ceux qui pensent que le RDPC est un parti administratif qui s'appuie essentiellement sur l'administration territoriale pour exister ont raison. La preuve est que lorsque le sous-préfet d'Ezeka interdit le meeting de Cabral Libye, il le fait en qualité de militant du RDPC. Donc pour lui, Cabral Libye est un adversaire politique. Il a fait en qualité de sous-préfet. Non, écoutez, moi je dis je veux dire, en tant qu'être humain, quand il prend cette décision, il le fait en qualité d'adversaire politique. Il estime que Cabral Libye, c'est son adversaire politique. Puisque lui, sous-préfet, étant délégué au congrès du RDPC, trouve que Cabral Libye, qui est un opposant, est son adversaire. Donc naturellement, il ne peut que trouver les subterfuges et des arguties pour interdire son meeting. C'est la même chose avec le ministre de l'administration territoriale. Officiellement, il est militant du RDPC. Quand vous voyez les décisions qu'il prend et la manière avec laquelle il collabore avec Télécom, c'est clair qu'il ne connaît pas la frontière entre le militant et l'homme d'État qu'il est censé être. Moi, je pense que les gens du RDPC ont confondu l'administration au parti politique. Et c'est là le véritable problème. Au point où, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne savent plus s'ils agissent comme militants ou alors comme administrateurs civils ou fonctionnaires, qui doit être quelqu'un de neutre dans l'exercice de ses fonctions. Tout à l'heure, lorsque Biri parlait des communautés, lui, il estime qu'une certaine communauté, peut-être,
un danger pour le renouvellement de son mandat à Douala 4e. Et c'est pour ça que je demande donc à la population de Douala 4 de le sanctionner aux prochaines élections. Parce que même s'il y a des communautés qui votent contre vous, vous devez plutôt aller les convaincre à travers vos actions sur le terrain. Et non les stigmatiser sur les plateaux de télévision, comme ça a été le cas tout à l'heure. Donc je condamne ce propos et je pense que M. Biré ferait mieux de faire amende honorable parce qu'il a gaffé. Très bien. Alors, M. Biré, pour parler du RDPC de l'après-Billard, un élu de Monatélé, Léon Nana, vient de saisir la justice pour contraindre le RDPC à organiser un congrès ordinaire. Est-ce que cette plainte ne dissimule pas une fronde grandissante au sein de votre parti, où certains réclament aujourd'hui, certains dont monsieur Léon Nana, on se souvient de la lettre qu'il a écrite en février dernier, où certains réclament un rajeunissement de la direction et l'investiture d'un candidat, on va le dire encore, un peu plus jeune. Vous savez, Ou alors vous me direz que c'est une démarche marginale. Non, je vais répondre. Le champ de débat, c'est souvent argument contre argument, vous voyez. Et quand quelqu'un a pris la parole, on revient sur ce qu'il a pu dire, sans être mal poli. Vous pouvez voir la démocratie sur ce plateau. Hein. Je rappelle encore, quand tout le monde s'exprime, moi je ne coupe personne. J'ai juste constaté que je ne le coupais pas quand j'étais enflammé. Jusqu'à remettre en question même mon niveau d'études. Heureusement qu'il est parti, j'allais lui rappeler s'il s'est calmé un peu et j'allais lui demander donc de retirer ses propos. Vous voyez, quand il est très intelligent, moi je l'aime bien, ma femme à la maison l'aime bien parce que ma femme suit tous mes débats. Mais regardez, au-delà de l'intelligence qu'il a, le concept, les propos qu'il utilise, quand il parle de moi ou des camarades de mon parti, ou quand vorace, rapace, argutie, ça ne vous élève pas. C'est un débat d'idées. Ce n'est pas insulter les gens qui ajoutent de la valeur à votre argument. Oui, moi je suis calme, mais c'est vous qui vous enflammez là, c'est nous qui avons la charge, c'est nous qui sommes comptables des poubelles et tout, mais c'est vous qui êtes fâchés et nous insulter. Laissez-nous nous exprimer librement, c'est aussi ça le débat. Ça enlève peut-être parce que ce sont vos arguments séduisants là, mon cher frère. Qui vivent dans les poubelles dont vous parlez. Retirez un peu ce vocable ordurier de vos arguments. Et vous aurez plus de sympathie que ça. C'est une petite leçon de morale que je voulais vous donner pour revenir au débat. Je suis d'accord avec vous, mon frère Kouyaté, quand vous dites que l'unité aujourd'hui a foutu le camp au Cameroun et que vous convoquez notre devise du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est né en 85, qui commence donc par unité, progrès et démocratie. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Pourquoi? Parce que notre vision, c'était garder ce pays dans l'unité. Et nous sommes tous d'accord que depuis les années 1990, début des années où le multipartisme est arrivé au Cameroun, la vie politique et le vivre ensemble est conforté, est structuré autour d'un clivage anglophone-francophone. Ça veut dire que le risque pour que le Cameroun implose est un risque d'une appartenance soit aux anglophones, soit aux francophones. Et c'est d'ailleurs pour cela que... Vous avez l'impression que c'est le seul clivage? Attendez, j'en viens. Là, vous êtes souvent trop pressé. Vous voyez, et c'est d'ailleurs pour cela que après 90, le Premier ministre est devenu... le Premier ministre est devenu systématiquement dans ce pays un anglophone parce qu'il fallait maintenir ce clivage qui structurait le vivre ensemble et la scène politique au Cameroun. Comprenez-moi bien. Mais seulement maintenant, vous avez raison. Depuis 2018, ce clivage a implosé. Bon, admettons que depuis 2015, avec la crise anglophone qui est partie des contestations des corporations, 2016. Des avocats et des enseignants, a entraîné l'implosion tout simplement de ce clivage anglophone-francophone. Je le reconnais. Mais depuis 2018, la scène politique camerounaise et le vivre ensemble camerounais, la cohésion sociale a implosé et a donné lieu à plusieurs clivages. Chacun aujourd'hui se revendique de sa communauté. Vous savez, je fais les débats télé. Il y a un truc qui m'agace. Quelqu'un est arrivé au débat télé. Moi, je dis toujours bonjour à mes concitoyens, bonjour. Quelqu'un salue le chef de son village, le notable de son village. Vous pensez que ce ne sont pas des éléments de repli identitaire, ça. Et cela a cours depuis 2018. Et donc, pourquoi je le dis?
Ce n'est pas nous qui avons fragilisé cette unité dont M. Kouyaté disait. Et je vais revenir avec les arguments que M. Goualem condamne et veut me faire porter des choses que je n'ai pas dit parce qu'il veut faire jouer la fibre tribale et tout ça. Je dis et je redis. Depuis 2018, le vivre ensemble, les discours de haine sont montés en puissance parce que notre scène politique, notre cohésion sociale a implosé sur le prisme des clivages communautaires. Pourquoi je le dis? Parce que, je le répète encore ici, le MRC a porté l'espoir des Camerounais. Si on ne le reconnaît pas, vraiment, on fait de la politique démagogie. Ils sont allés aux élections, ils ont fait 14%, score mémorable. Après, on a vu qu'ils ont fait les élections municipales de 2020, on ne sait pas pourquoi, mais on a vu comme une défection de tout ce qui était de l'ère sociologique du littoral. Je vous ai également, vous revenez dessus. Je reviens dessus pour clarifier mes propos, parce que M. Ngoualem veut les instrumentaliser. Laissez-moi m'exprimer, Leïla. Je vous ai cité Armand Noutak, par exemple, qui était, je crois... Leïla, vraiment, c'est vous mon adversaire sur ce plateau. Je suis poli avec tout le monde, mais c'est vous qui voulez pas me laisser m'exprimer. Il y a un certain type de discours que j'évite vraiment sur... Laissez-moi aller, je suis maître de ce que je dis. Non, vous n'êtes pas maître quand vous êtes sur ce plateau. C'est pas vous que le Conseil national de la Constitution... Je dis ceci. On a comme observé une défection d'un certain nombre de militants de poids qui ont enlevé une certaine substance nationale à ce parti qui a porté. Noutak, Célestin Djamel. Oui, moi je cite cela. Et maintenant, au SDF, on a aussi vu le départ d'un certain leadership avéré à Douala, parti du SDF pour une autre formation politique, pour un autre groupe. Vous recadrez. Et vous voyez donc que nous sommes des scientifiques et moi c'est des faits. Quand je regarde ça, quelle est la conclusion qu'on peut tirer aujourd'hui? Chacun a pensé bon de juger qu'il faut repartir dans le parti politique qui pourra au mieux défendre les sociologiques, la région auquel il appartient. Or, c'est la conclusion que je... Or, le RDPC seul a réussi à ne pas avoir ce type Je rappelle le RDPC est le seul parti. Je rappelle qu'en 2018, le RDPC n'était pas vainqueur de l'élection présidentielle dans le littoral. Très bien. Vous le dites, n'est-ce pas? Mais est-ce que le RDPC jusqu'aujourd'hui a un problème d'ancrage territorial dans une région, que ce soit ou un département, que ce soit au Cameroun? Et je rappelle une fois encore que non seulement le RDP, le parti que vous incriminez, non seulement il était vainqueur dans la région du littoral, ce qui biaise déjà votre analyse, parce que ce n'est pas sa région, enfin la région sociologique de son leader politique. Mais je viens de vous dire que si le MS était venu au municipal de 2020, il aurait eu 50... Mais je viens de 50 députés, une soixantaine de maires. C'est moi qui viens de le dire ici, c'est pas quelqu'un d'autre. Un certain discours tribal. Non, ce n'est pas un discours tribal. On fait des analyses. On prend des faits, on recourt. N'ayez pas peur, Leïla. Si. Écoutez, Leïla. Au-delà du Conseil national de la communication, au-delà du Conseil. Leïla, on fait des analyses. Nous sommes dans une période sensible. Écoutez, Leïla, écoutez. En dehors de ça, est-ce que vous avez vu le RDPC, lui? Il a un ancrage assis dans chaque chef de région, dans chaque département, dans chaque arrondissement du Cameroun. Ce que je voulais faire remarquer, c'est que, contrairement à ce que vous pouvez m'avoir raison, nous faisons des analyses, vous comprenez un peu, mais le RDPC n'a pas eu ce type de problème. Ça veut dire en réalité, j'ai comme l'impression, pour moi, le problème de vivre ensemble, de la cohésion sociale au Cameroun, peut-être c'est un problème de parti. Ne disons pas l'opposition pour blesser Kouyaté, mais c'est un problème des autres partis qui cherchent à conquérir le pouvoir tout simplement. Sinon, comment expliquer cette défection-là? Revenons à la question que je pose. L'élu de Monatélé qui vient de... à la question de M. Onana. Est-ce que c'est une plainte? Je repose la question. Est-ce que cette plainte ne dissimule pas une fronde grandissante au sein du RDPC? Non. Ou alors vous direz que c'est une démarche marginale de la sienne? Il n'y a pas de fronde grandissante. Vous savez, il y a parfois aussi... Parce qu'il a dit porter la voix en février, il a dit porter la voix de plusieurs personnes qui pensent comme lui. C'est-à-dire que M. Onana a voulu faire le buzz tout simplement. Vous savez, je suis quand même un responsable au bas de l'échelle du parti. Je suis quand même président de section OJ. Ouais, c'est qu'il y a délégué, il y a congrès demain, moi je suis délégué au congrès. Très bien. Vous comprenez? Ça veut dire que je connais comment mon parti fonctionne. Monsieur Onana a voulu faire le buzz. Les textes du parti sont clairs. Le président national de notre parti est celui qui est
le candidat à l'élection tout simplement présidentielle. Et vous voyez aujourd'hui, la majorité des 360 meetings restants sur le territoire camerounais sont finis en faisant ce qu'on appelle l'appel à candidature pour le président national du parti. Qui n'est pas dans vos tests, qui n'est pas dans les tests du RDPC, à en croire Patrick Réfo que j'ai reçu dimanche dernier, qui ne comprenait d'ailleurs pas la raison de ces appels. Quel appel? Les appels à candidat. Pourquoi c'est des appels qui se font partout? Pourquoi ce n'est pas dans les textes? C'est une pratique politique qui vise à conforter la position du leader. C'est une pratique politique qui vise à conforter la position du leader. Je dis pratique politique. Très bien. Avant de poursuivre, de donner la parole à Edmond Kouyaté, la réalisation m'annonce que nous avons un impératif à 14h. Je pense qu'on va se retrouver juste ici, après cet impératif. D'accord. Je pense qu'on va poursuivre en attendant que la réalisation me signale de ce que je dois faire. Monsieur Kouyaté, nous continuons de parler de cette sortie du militant du RDPC, Monsieur Léon Onana. Pensez-vous que cette sortie, cette lettre puisse marquer un tournant dans la vie politique camerounaise, parce que il faut dire qu'il est en totale rupture avec la culture de déférence qui caractérise habituellement les relations internes au sein du RDPC. Écoutez, je trouve en cela... Bon, alors c'est un buzz, comme dit... Oh non, faut éviter d'être très simpliste dans l'analyse. C'est un buzz, c'est un militant. Et si le parti politique, et je crois que le RDPC c'est un parti démocratique, et donc si c'est un parti démocratique, comme il le revendique, c'est normal qu'il y ait une vitalité démocratique au sein de ce parti, et que un militant estime la question. Vous ne devriez pas poser la question de cette façon. Est-ce que ce qui fonde, je vais dire, son argumentaire, ou alors ce qui fonde sa plainte, est-ce que cela a une base légale? Ça, c'est la question. Moi, je pense qu'au lieu de vouloir tirer la question au sens, je vais dire, strictement politicien du terme, il faudrait plutôt chercher à savoir s'il est fondé. D'accord, d'accord. Pardon, Monsieur Kouyaté, on revient juste après. Monsieur Kouyaté, vous aviez la parole. Je vous demande vraiment pardon. Vous demande vraiment pardon. On peut comprendre, je vais dire, c'est le direct. Nous sommes dans les conditions du direct. C'était très laborieux aujourd'hui. Oui, on peut comprendre les conditions du direct et on peut également comprendre que la maison fait face à un ensemble de contraintes. Et donc, voilà, on va faire preuve de tolérance. Merci donc, j'étais en train de dire que je pense qu'il faut plutôt se poser la question de savoir, est-ce que M. Taylor Onana, c'est ça? Monsieur Léon Onana. Est-ce que M. Léon Onana, en tant que militant, n'est-ce pas, du RDPC, est-ce qu'il est fondé, n'est-ce pas, à poser une plainte? Oui. Eu égard à leur texte. Moi, je ne connais pas les textes du RDPC parce que je ne les ai pas suffisamment lus. Mais est-ce que, eu égard à leur texte, M. Onana est fondé, n'est-ce pas, à poser sa plainte? Oui. Je ne peux pas répondre à cette question parce que je vous l'ai dit. Il faut plutôt regarder ça dans ce sens-là. Et puis, je dis, c'est normal. Dans une association, puisque le RDPC, comme tout autre parti politique, est d'abord une association, si vous adhérez je vais dire, à une association, c'est parce que vous êtes convaincu, n'est-ce pas, par la substance idéologique, n'est-ce pas, par les idéaux de cette association. Si vous vous rendez compte à un moment donné que le parti, que l'association s'écarte, n'est-ce pas, de ce qui vous avait convaincu hier, c'est normal que vous trouviez des voies et moyens. Et au lieu, n'est-ce pas, de se comporter de façon animalière, je pense qu'il a fait ce que tout bon citoyen devrait faire, c'est-à-dire s'adresser à qui de droit. Qui de droit, c'est la justice. Et la justice lui dira si oui ou non il a raison. Mais moi, j'ai été interpellé par mon ami Monsieur Biri. Il a trouvé que mon langage était un peu osé. Et je vais lui dire pourquoi. Mon langage n'est pas osé. Je lui demande, je vais lui faire la prière de transmettre mes salutations à sa tendre épouse. Et puis, je vais lui dire, non, mon langage n'est pas osé. Vous savez, lorsque je parle d'argurci,
c'est pourquoi est-ce que j'accepte de participer. Vous savez que parfois je suis très réticent à participer à des débats. Surtout quand ils ne sont pas économiques. Et la première question que je vous pose toujours, c'est de savoir c'est quoi le panel. Votre panel, c'est quoi? Et si vous me donnez des noms qui ne me conviennent pas, moi je ne viendrai pas. Mais lorsque vous avez m'avez parlé de monsieur, je dis c'est bon. Pourquoi? C'est un homme, je veux dire, de qui j'attends voir, n'est-ce pas, des arguments scientifiques. Je sais qu'il est capable de le faire. Mais lorsque vous sortez du champ de rationalité et que vous versez, je vais dire, dans ce qui ne me paraît pas scientifique, c'est pour ça que je n'appelle plus ça argument. C'est ça que j'appelle ça argurci. Et j'ai même précisé des arguties ad hominem, contrairement à des arguments ad nem, que j'attends de lui. C'est-à-dire, je voudrais que même s'il doit faire le procès d'un autre parti politique, PCRN 100 ans, MRC 100 ans, SDF 100 ans, si c'est scientifique, si c'est soutenable scientifiquement, je suis preneur. Écoutez, je ne pense pas qu'il y a un parti, c'est parce qu'aujourd'hui nous faisons le procès du RDPC, mais c'est pas pour ça que si vous me demandez de faire le procès du MRC, je ne le ferai pas. Je connais leurs faiblesses structurelles, je peux vous parler à longueur de journée de leurs faiblesses structurelles, de leurs faiblesses stratégiques même. Pareil pour le PCRN, pareil pour le SDF. C'est pour ça que nous avons reçu des rudiments qui nous permettent de faire des analyses. Mais au demeurant, on doit rester scientifique. Lorsque nous commençons à contourner et à aller chercher en bas, très en bas dans les caniveaux, c'est pas bon. Il s'est également plein de mots voraces et autres. Mais monsieur Biri, mon cher ami, que j'aime bien également, lorsque vous arrivez dans un pays à avoir pour unité de mesure de vol et de détournement le milliard, c'est-à-dire il n'y a pas une seule personne qui soit accusée de détournement à qui on reproche un peu de millions, c'est toujours le milliard. Vous voulez que je dise quoi? C'est pas des gens voraces ça? Et quand je vous ai dit tout à l'heure que le RDPC a manqué à une chose, sa capacité à construire des hommes d'État. C'est quoi un homme d'État? Vous auriez dû me poser cette question, je vous aurais répondu. Un homme d'État, c'est celui qui fait passer en toutes circonstances, l'intérêt supérieur de la nation à ses propres intérêts et aux intérêts même de sa chapelle politique. C'est ça un homme d'État. Mais est-ce que le RDPC a été capable de construire de tels hommes? Quand je parle de voracité, quand je parle de, n'est-ce pas, de rapace, mais c'est parce que, je lui ai dit tout à l'heure, je ne veux pas rentrer dans les méandres, dans les miasmes d'un certain nombre de choses. C'est pas bon, c'est désagréable. Et donc, c'est pour ça que M. Biri, je vous dis, par votre comportement parfois, ne nous obligez pas, nous qui avons décidé de nous taire, de ne pas dire tout et n'importe quoi, ne nous obligez pas à parler. Vous avez vu que, pour si peu, vous avez réussi à me sortir de mes gonds sur ce plateau et de surfer un peu sur des terrains qui ne sont pas habituellement les miens. Donc, je mesure bien mes propos, M. Biri, croyez-moi, je mesure mes propos. Ce que je vous demande, M. Biri, en tant qu'homme de science, c'est de rester dans le champ de rationalité pour structurer votre argumentaire et déconstruire l'argumentaire en face. Restons dans le champ de rationalité. Nous serons là, nous aurons au moins quelque chose en partage. Nous aurons ce que nous avons comme dénominateur commun, c'est-à-dire la science. Et là-dessus, nous pouvons parler à longueur de journée de manière très agréable. Monsieur le maire, dans l'opposition, ça fait plusieurs années déjà qu'on dit que le régime est à bout de souffle. Mais comment est-ce qu'on reconnaît un régime en fin de vie? Mais un régime en fin de vie, comme le nôtre, c'est un régime effectivement qui multiplie les subterfuges, comme ceux que j'ai dénoncés tout à l'heure, et qui effectivement fonctionne de façon tout à fait informelle, comme c'est le cas du RDPC dont nous avons la chance de discuter aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce parti, s'il a 40 ans aujourd'hui, sachez qu'il n'a tenu que 2 congrès. Si on considère que le congrès d'un parti politique est son organe suprême, il n'en a tenu que 2. C'est-à-dire le congrès de 90 et celui de 2011. Sachant que le congrès de 85 était celui de l'UNC. Vous imaginez une entreprise qui fonctionne sans réunion de ses organes sociaux. Pas d'assemblée générale,
pas de conseil d'administration, parce que je pense que même les réunions du comité central du RDPC ne se tiennent pas non plus régulièrement. Donc dans ces conditions, vous voyez un parti qui en réalité est un parti personnel. En fait, le RDPC, c'est le parti de M. Paul Biya. Et il disparaîtra, il partira avec son parti. Je ne parle pas disparaître, il partira avec son parti. Vous n'avez qu'à voir les partis politiques à l'image du RDPC qui ont mis autant d'années au pouvoir. Compaoré, par exemple, quand il est parti, je crois que son parti a été déclaré comme une organisation terroriste, quelque chose comme ça au Burkina. Je crois que son parti a été interdit. La plupart des partis politiques dont les dictateurs ont été déchus ont été dissous dans la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, par exemple. Je rappelle juste que nous avons des élections régulières au Cameroun. Parce que l'avenir d'un parti comme celui-là, c'est qu'au soir du départ de M. Paul Biya, la plupart des militants vont même brûler leur tenue. Ils vont même vous dire qu'ils n'ont jamais été militants là-bas. Parce que c'est un parti où les gens ne sont pas militants volontairement. On force les gens pour être militants. On force les chefs traditionnels. Vous avez été forcé, M. Biri? Je ne veux pas le couper. Non, je vous pose la question. Est-ce que vous avez été forcé? Très bien. On force les chefs traditionnels pour signer les appels à soutenir le président Paul Biya pour sa prochaine candidature. On met les noms des enseignants d'université dans une liste, sans les consulter, et après ils se plaignent. On met le nom d'un footballeur, Aboubakar Vincent, dans une liste, après il fait un communiqué pour dire qu'il est apolitique. Les sous-préfets nommés, on les contraint à être délégués à un congrès dont ils n'ont pas acheté la carte du parti. Donc, en réalité, c'est un parti qui n'a pas de militants. Parce que lorsqu'on vous nomme à une fonction, par exemple, automatiquement, vous devenez militant. À l'époque, il y avait ce qu'ils appelaient dans ce parti-là les personnalités de ressources d'accompagnement. C'est-à-dire, à l'occasion, à la veille d'une élection comme ça, le comité central faisait une liste de personnalités pour aller encadrer les gens sur le terrain. Et en réalité, on mettait les noms de qui? Des personnalités qui occupent des fonctions publiques. C'est-à-dire que, comme l'a dit M. Edmond Kouyaté tout à l'heure, ce parti a créé une confusion entre l'État et le parti politique, au point où, lorsque quelqu'un occupe une fonction, il ne sait que les militants de son parti. Dans les mairies, par exemple, je vais prendre un exemple de mairie parce que j'ai été maire adjoint, certes de l'opposition, mais je connais comment ça fonctionne. À la veille des célébrations, oui, effectivement, à la veille des célébrations des fêtes du RDPC, il y a des dépenses qui sont effectuées dans les mairies pour le compte du parti. Pourtant, si je fais la fête du FCC, même si je suis maire... Est-ce que ce que vous dites, c'est ce que vous avez vécu en tant que... Allez-y, moi je vous attends. Allons au tribunal, je veux me défendre. Je vous parle d'expérience. J'ai été... Monsieur Biri, vous êtes adjoint, mais j'ai été avant vous. Donc je connais les pratiques, je connais comment ça fonctionne. Je vous dis, dans les mairies, à la veille des célébrations des fêtes du RDPC, il y a des dépenses qui sont effectuées pour le compte du parti. Non, je ne peux pas le confirmer. Je confirme. Madame Léla, ce que je dis, ça m'engage. Donc, au point où, que ce soit les mairies, que ce soit l'administration territoriale, oui, que ce soit les autres services publics où des individus occupent des fonctions, ils ne peuvent pas agir sans tenir compte de leur engagement pour le parti. Parce qu'ils se disent que s'ils ne font pas ce qu'on demande, on va les sanctionner. Et ce n'est pas seulement le RDPC. Je vais vous prendre un exemple également qui va vous surprendre. À la mairie de Douala 3e, lorsque le maire Kwabna Job Théophile arrive à la mairie de Douala 3e en 2013, les militants du RDPC qui étaient chefs service là-bas, ils ont enlevé leur tenue, ils ont porté pour le SDF. Ils ont porté la tenue du SDF. Je vous dis, les chefs service qui étaient militants du RDPC, ils ont enlevé leur tenue pour porter la tenue du SDF. Wow. Et quand M. Kwamna est parti de la mairie, les mêmes chefs service ont enlevé la tenue du SDF, ils ont remis pour le RDPC. Moi, je les voyais au défilé ici à la BCK. Ça me faisait rire, c'est-à-dire quelqu'un qui est porté la tenue du RDPC parce qu'il est chef de service dans une mairie. Le RDPC est parti de la mairie, le SDF est arrivé, il porte la tenue du SDF, il va au défilé.
Le jour où M. Kwamnan quitte la mairie de Douala 3e, il enlève la tenue du SDF, il remet pour le RDPC et je le revois encore à la fin de la visite. Pour vous expliquer que, en réalité, ce système-là que le RDPC a mis en place a fait en sorte que tous les Camerounais sont devenus des opportunistes. Parce qu'ils se disaient que c'est la tenue du parti qui donne le poste. Très bien. Si vous portez la tenue, on vous donne le poste. Si vous enlevez, on vous enlève aussi du poste. En réalité, voilà comment l'État fonctionne. On sort de ce sujet avec vous, monsieur Biré.